donc nous accueillons Emmanuel Casarero. Emmanuel est conservateur en chef du patrimoine. Il a dirigé le musée de la Nouvelle-Calédonie, puis l'agence de développement de la culture Kanak, centre culturel Djibaou, avant de rejoindre le musée du Quai Branly, où il est actuellement adjoint au directeur du département du patrimoine et des collections, responsable de la coordination scientifique des collections. Vous avez eu, Emmanuel, plusieurs actualités. Vous étiez commissaire de l'exposition consacrée aux acquisitions du musée 98-2018 et cette année, vous avez également une actualité de commissaire, je crois, autour de ces questions. Vous avez choisi d'illustrer dans votre intervention le mouvement des communautés culturelles océaniennes qui ont contesté la manière dont les objets relevant de leur patrimoine culturel étaient présentés dans les musées. Vous décrivez à la fois ces pratiques et en interrogez également les limites. Par la question suivante, s'agit-il d'une rupture ou d'une continuité de sens ? Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation de parler ce soir devant vous et dans cette assemblée. Oui, je voudrais revenir sur cette question du sens des objets quand il s'agit d'objets océaniens. Donc on va se décentrer un peu, on va partir en Océanie et depuis l'Océanie revenir vers l'Europe. Les musées en Océanie, ce sont des créations coloniales. C'est clairement des établissements et des collections qui ont été faites, non pas pour les Océaniens vivant dans ces territoires, mais pour des populations nouvelles qui venaient. Et donc, dans les années 80, 70-80, il y a eu une contestation qui est montée dans différents pays pour interroger ces collections et ces musées tels qu'ils étaient présentés. Ces communautés ont revendiqué le lien qu'elles avaient initialement avec ces objets et surtout la capacité qu'elles voulaient retrouver de pouvoir parler de ces objets. Alors c'est un mouvement qui est particulièrement développé en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et certaines communautés autochtones, d'ailleurs, ont rejeté totalement le concept de musée, le déclarant totalement inopérant, inintéressant pour leur culture, étant donné qu'il était né en Europe et n'avait aucune espèce de légitimité dans cet espace océanien. D'autres, au contraire, ont cherché à créer leur propre centre culturel, rejetant parfois d'ailleurs l'idée le terme même de musée, et développant des espaces nouveaux d'interaction entre ce patrimoine surgi du passé, quelquefois retrouvé, et des pratiques contemporaines. D'autres, enfin, comme dans certains musées, ont adapté leurs pratiques à ces demandes de public. On a ainsi vu naître en Nouvelle-Zélande particulièrement, mais aussi en Australie, des musées qui ont donné la parole à ces communautés, qui ont cherché à créer des sortes de co-commissariats aussi d'exposition, et qui ont cherché à prendre en compte des protocoles, poussant même jusqu'à des prêts d'objets. Là, sur l'illustration, vous avez à la fois des manteaux qui sont présentés, mais des manteaux aussi qui peuvent être des manteaux cérémoniels maoris, donc particulièrement précieux. Certains datent du XVIIIe siècle et qui, selon certains protocoles dans certains musées en Nouvelle-Zélande, peuvent être prêtés à des communautés pour des cérémonies, la plupart du temps traditionnelles, mais aussi des cérémonies dans des contextes modernes, comme des remises de diplômes, par exemple, dans l'université. Il y a également des formes de co-conservation, c'est-à-dire l'idée que les normes de conservation, telles qu'elles ont été définies en Europe, devaient aussi prendre en compte des savoir-faire, une manière d'aborder la matière et sa mise en œuvre. Et donc, il y a un certain nombre d'expériences qui se sont développées dans ce domaine. Alors ce musée, ce mouvement a commencé dans le Pacifique, mais a touché très rapidement et a interrogé aussi la question de la manière dont on montrait ces objets en Europe. Et ça a remis en cause finalement la question du sens de l'objet, la question de sa présentation et la question de l'interprétation faite par le musée, le contexte dans lequel ces objets étaient présentés. Et des musées parisiens comme le nôtre ont aussi été
entrer en relation avec cette demande. Et je voudrais donc ce soir vous montrer quelques exemples. D'abord revenir sur cette notion de rupture, le musée comme rupture primordiale, j'allais dire, entre la fonctionnalité première et les fonctionnalités dérivées ou secondes. Ensuite, reprendre quelques exemples pour vous montrer comment on peut, par des aménagements, trouver des modes de relation qui prennent en compte une aspiration légitime d'une culture et en même temps trouver un moyen terme pour sauvegarder ce qui fait l'essentiel de la mission d'un musée, c'est-à-dire de préserver ses œuvres sur le temps long pour les générations à venir. Alors la question de la rupture du sens, c'est pour moi quelque chose de fondamental. C'est vrai que la fonctionnalité première, par le déplacement de l'objet dans un musée, c'est ce qui fonde finalement l'objet de musée. C'est ce qui consacre une rupture avec le contexte de production, le contexte d'interprétation, le contexte d'utilisation. Ce qui me paraît intéressant, c'est que le musée est producteur également de sens nouveaux. Et ce qu'on retrouve, ce qui pourrait être, ce qu'on retrouve dans cette rupture, on la retrouve aussi bien pour une statuette, j'allais dire, de saint européenne, qui, passant dans un musée, connaît une forme de rupture. C'est a fortiori encore plus fort quand il s'agit d'une pièce océanienne qui va être regardée d'une manière complètement différente dans un musée. Une flèche Fétir Canaque, par exemple, dans la réalité, c'est une flèche qui vient surmonter un édifice qui a une fonction de représentation, mais pas du tout une fonction esthétique telle qu'on peut l'envisager aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce mariage, c'est ces rencontres entre ces sens multiples qui font l'intérêt d'un espace comme le musée, comme espace à la fois de rupture, mais également espace de création de nouveaux sens. L'objet, on peut se poser la question de savoir d'ailleurs si l'objet, comme c'est parfois revendiqué par certaines sociétés, a un sens unique, un sens premier. Pour ma part, je ne le pense pas. Je pense qu'on voit d'ores et déjà dans les cultures d'origine des sens qui sont des objets qui sont comme des stratifications de sens différents. Un objet qui peut être utilisé par un haut personnage, même si je prends l'exemple d'un peigne, qui peut être assez trivial comme objet, mais un objet qui est utilisé par une personne du commun et un objet qui est utilisé par quelqu'un qui appartient à une société de chefs ou de personnages de haut rang, a une fonction complètement différente dans sa société propre. Les objets cérémoniels, souvent, sont porteurs de significations différentes. Je pense, par exemple, aux objets qui sont utilisés dans les initiations. Les initiations, c'est souvent des moments où on vous montre, on vous apprend que par la fabrication souvent de l'objet, que l'objet est porteur d'un sens qui va au-delà du sens premier que vous aviez l'habitude d'avoir, de comprendre. C'est le passage au monde adulte qui vous décide d'une certaine manière, qui vous ouvre les yeux sur d'autres regards, d'autres significations qui sont porteurs d'objets, quelquefois qui vous paraissent tout à fait triviaux, des objets que vous rencontrez dans le quotidien. Maurice Godelier aborde cette question de l'objet avec cette phrase qui me paraît intéressante. Un objet, c'est du sens matérialisé dans une forme, attaché à elle dès sa naissance. Mais le fait est, et c'est là le problème, qu'une forme peut toujours se détacher de son sens originaire et revêtir des sens nouveaux, qui n'ont rien à voir avec les intentions de ceux qui lui ont donné naissance. Ça me paraît particulièrement juste pour les objets, il s'exprimait pour les objets océaniens, mais ça me paraît particulièrement juste, et fonctionner pour un certain nombre d'objets que nous avons dans les collections océaniennes, dans les musées. Il est malheureusement assez fréquent que les objets qui sont dans les collections ont été relativement dépouillés de ce sens éventuellement premier. Et le travail du musée, du conservateur, c'est souvent de retrouver un sens à des objets qui, par le fait de leur transformation
translocation, par le fait qu'ils ont été souvent dépouillés d'une partie de leurs attributs. Je pense à toutes ces statuettes qui ont été dépouillées de leurs vêtements, parce que ce qui intéressait le collectionneur, c'était la forme et pas l'usage de l'objet, qu'il est très difficile aujourd'hui de retrouver. C'est aussi ces tri catégoriels qui sont opérés par les collectionneurs, qui finit par montrer, je pense à des gens qui sont intéressés par l'objet amputé, par l'objet stigmate, l'objet blessure, et qui finalement produisent des collections qui présentent une image sans doute fractionnée de la société qui l'a produit. C'est d'ailleurs sur ces contresens parfois que naissent des nouveaux sens. Je pense à ces objets qui sont arrivés en Europe au début du XXe siècle, d'Afrique et d'Océanie, et qui avaient perdu toute information sur leur signification première. Et c'est justement parce qu'il y avait une sorte de vacuité de sens qu'ils ont été réinvestis par ces artistes qui les ont collectionnés et ont créé cette idée d'art primitif, d'art premier, avec un contresens total sur ce qui étaient ces objets initialement, mais qui finalement produit un nouveau sens qui vient éventuellement, quand on arrive à retrouver ce sens premier, se surajouter et donner de l'épaisseur à un objet qui n'en aurait pas finalement de cette manière. Alors, comment prendre en compte, comment retrouver ce sens premier et comment prendre en compte, d'une certaine manière, si tant est qu'il ait jamais existé, mais comment prendre en compte ce sens que peuvent leur donner des cultures d'aujourd'hui qui interprètent, parfois réinterprètent, parfois réinventent aussi leur propre culture quand ils sont confrontés à des objets de musée. C'est un phénomène d'ailleurs tout à fait passionnant, parce que la culture, c'est justement cette capacité à se redire, c'est cette capacité à se nourrir d'elle-même ou de ses échanges pour en produire de nouveaux sens. Alors c'est le cas dans le Pacifique, on a des objets qui sont des objets rituels qui sont, alors évidemment ça porte pas sur tous les objets, mais un certain nombre d'objets qui ont une charge spirituelle, une charge magique, une charge performative. C'est-à-dire ces objets, on peut les trouver encore dans des villages avec une capacité d'action sur le réel, et donc il y a des relations, enfin il y a un certain nombre de protocoles pour avoir accès à ces objets qui doivent être connus par les musées qui les possèdent. Non pas pour les rejouer à l'intérieur des musées, mais en tout cas pour savoir qu'ils peuvent être réactivés ou du moins appelés lorsque on les remet en contact avec leur culture d'origine. Alors ces objets, ce sont les objets que l'on appelle secrets sacrés. Ce sont des objets qui sont fortement chargés parce que ils sont d'abord sacrés, mais ils sont également secrets, c'est-à-dire qu'ils font l'objet d'initiations en général pour y avoir accès. Les premiers types d'objets auxquels je pense, ce sont les churinga. Ce sont des objets aborigènes qui avaient été largement montrés dans les musées jusque dans les années 70-80, date à laquelle les communautés aborigènes ont demandé le retrait systématique des présentations et même leur effacement parfois des catalogues, chose impossible effectivement à réaliser. En tout cas, l'idée, c'est que ces objets ne devaient plus être présentés, devaient retrouver une forme de secret à l'intérieur même des objets. Comment présenter ces objets quand vous les avez dans un musée? Parce qu'après tout, la fonction d'un musée, c'est de présenter. On ne peut pas imaginer, comme ça s'est fait d'ailleurs, et comme ça se fait encore en Australie, des réserves spéciales à l'intérieur des musées où ces objets sont conservés avec un tout petit nombre de personnes qui sont autorisées à les voir, mais qui ne sont jamais montrés au grand public. Une question de ce type, je pense, dans un musée comme le nôtre, ce serait pas possible. Notre fonction, c'est, si on a des objets, c'est de les montrer, ou alors il faut trouver une autre solution. Je reprends un exemple qui a eu lieu au Musée national des arts d'Afrique africain océanien avec cette exposition qui s'appelait Secret Chewinga australien, dont les commissaires étaient Yves Le Fur et l'artiste Marc Couturier. Et c'était assez intéressant parce que les objets que vous voyez au fond, vous percevez comme des sortes
sorte de flèche. Ce sont les tranches en fait des chouringas, c'est-à-dire qu'on voit pas le chouringa, donc on respecte le sacré et le secret de l'objet, mais en même temps il est présent. Il y a un jeu de présence qui peut être réalisé. Alors c'est une exposition particulière parce que c'est une exposition dans laquelle intervient aussi un artiste contemporain, mais c'est une idée intéressante. Une autre expérience, c'est cette expérience qui a eu lieu en 2014 au musée d'ethnologie de Berlin. C'est une exposition sur cette question: comment, dans le Pacifique où il y a beaucoup d'objets de ce type, comment, quand on les a en collection, comment les montrer? Différentes manières de le faire. Le dévoiler par le fait que des images existaient et ont été diffusées. Les images imprimées qu'on a sur la gauche. C'est aussi le dessin, l'évocation de l'objet. On ne le voit pas, mais on le dessine, on le montre par des procédés qui peuvent être aussi les scans. Il y avait des scanners qui étaient présentés, qui permettaient au public de se donner, d'avoir une idée de ce que ça pouvait représenter, à quoi ça pouvait ressembler, sans avoir l'objet lui-même devant lui. C'était aussi le dévoilement partiel de certaines catégories d'objets qui étaient là présentés avec des vitrines plus ou moins opaques, avec des voilages. On devine l'objet, on sent sa présence plutôt qu'on ne le perçoit de manière précise. Une autre manière de faire, c'est aussi je trouve l'idée assez intéressante, c'est d'en faire l'évocation du point de vue du non-initié, comme si le visiteur non-initié avait accès à ces objets, comme dans le village où la performance a lieu, juste par le son. Je pense en particulier, là c'était les sons des flûtes qui servent aux initiations dans la vallée du Sepik en Nouvelle-Guinée. On entend les flûtes, mais on ne peut pas voir les flûtes, qui sont des objets extrêmement sacrés. Ou alors on voit la cérémonie telle qu'elle est donnée à voir aux non-initiés, mais on ne peut pas voir ce qui se joue derrière, qui sont par exemple de la musique ou des performances dont on perçoit simplement l'écho. Ce sont des exemples qui montrent les différents degrés que l'on peut utiliser dans nos muséographies pour prendre en compte cette dimension. On prend en compte d'ailleurs cette dimension du sacré et du secret selon des injonctions qui sont quelquefois assez vagues, c'est-à-dire qu'on nous dit telle communauté est assez marie de la manière dont ça a été présenté dans tel musée, il ne faudrait plus que ça se représente, mais il n'y a pas d'indication très précise, donc c'est toujours une forme de jeu entre le musée, de savoir jusqu'où il peut aller, et le public éventuellement aborigène, dans le cas présent, qui peut essayer de donner son point de vue sur la manière dont on l'a montré. Une autre manière enfin toujours dans cette même idée, c'est une exposition qui a lieu en ce moment et que je trouve assez intéressante par le procédé muséographique qui était utilisé. On est aussi dans le contexte aborigène où il y a beaucoup d'objets de ce type. Là, il s'agit de chaussons de sorciers, donc des objets en duvet d'émeu et en cheveux en laine. Et le commissaire a trouvé ce dispositif que je trouve assez intéressant, que j'avais jamais vu précédemment. C'est une vitrine qui est aveugle en grande partie. Il y a juste une encoignure qui est visible, et on perçoit l'objet au travers de son reflet, de son image réfléchie dans un miroir. Donc c'est assez intéressant comme manière de procéder, et qui permettent de concilier donc les deux impératifs, à la fois celui du musée qui est de montrer, et en même temps du musée responsable qui est aussi est en liaison avec ses cultures d'origine, essayer de prendre en compte aussi ces interdits qui peuvent être mis sur la manière dont on présente ces objets. Les interdits peuvent être également sur les personnes. On a eu
l'occasion d'être confronté à cette question lorsqu'on a organisé l'exposition Vanuatu Océanie, Art des îles des Centres du Corail, qui a eu lieu à la fois à Port-Vila, à Nouméa et à Paris, au Musée national des arts africains et océaniens. Et il y a un certain nombre d'objets également dans cette culture qui sont extrêmement interdits, j'allais dire, aux non-initiés. Et il a fallu donc d'abord adapter le titre même de l'exposition, d'ailleurs quand elle a eu lieu au centre culturel de Vanuatu, s'appelait Spirit Blongbobo Ikambak, c'est-à-dire l'esprit des anciens est de retour. Et pour concilier justement la présence d'objets qui en Europe présenteraient aucun problème d'être présentés, mais qui au Vanuatu avaient une charge importante. Il s'agissait en l'occurrence de pierres magiques pour la croissance des porcs, qui est quelque chose de très important au Vanuatu. On avait créé une house taboo, c'est-à-dire une taboo house, c'est-à-dire un espace qui était séparé du reste à l'intérieur même de l'exposition. Donc les objets pouvaient être vus. Il y avait simplement un avertissement à l'entrée qui indiquait si vous n'êtes pas des initiés de tel niveau, si, attention, vous allez être en présence d'objets. Et ça avait tout à fait fonctionné avec les responsables coutumiers. Alors que c'était une question qui, au début, nous avait été opposée comme une sorte d'impossibilité de faire cette exposition en disant « mais vous ne pouvez pas parce que vous allez être confrontés systématiquement à ce type d'objet ». Il n'y a pas eu, par exemple, ce taboo house, c'est-à-dire cet espace réservé, cet espace tabou, dans l'édition à Nouméa ou dans l'édition à Paris. C'est spécifique au Vanuatu parce qu'il y avait potentiellement présents sur place des gens qui pouvaient être mis en danger d'une certaine manière devant ces objets, puisque ces objets ont une action en fait sur le monde réel. Dans l'exposition Kanak, l'art est une parole. On a essayé de prendre en compte aussi ces protocoles. Et il y avait un espace à l'entrée de cette exposition qui permettait de faire ce qu'on appelle des coutumes en Nouvelle-Calédonie, dans le monde kanak, c'est-à-dire un protocole d'échange de paroles et d'échange d'objets qui ouvre un espace, qui ouvre une possibilité. Et là, en l'occurrence, il était impossible pour des gens, des Kanaks de Calédonie, d'entrer dans un espace, même avec des objets de chez eux, sans qu'il y ait ce protocole de fait. Donc, c'est partie inhérente de l'exposition. Il a fallu l'expliquer aussi au musée, que c'était quelque chose d'absolument nécessaire. Vous voyez des poteaux sur lesquels sont noués des poteaux sculptés sur lesquels sont noués des paréos. C'est la manière, effectivement, de présenter, de demander la parole, d'offrir un geste, une parole pour entrer et être en contact avec des objets du passé. Les objets du passé sont toujours des objets qui sont porteurs potentiellement de quelque chose qu'on ne discerne pas, mais dont il faut se garantir en faisant des salutations. Et en fait, il y a aussi eu, un jour avant l'inauguration, une officielle, une inauguration coutumière qui était fermée, mais durant laquelle il y a eu cette grande déambulation à l'intérieur de l'exposition qui permettait aux anciens, donc là on a des représentants des différentes communautés kanak de Nouvelle-Calédonie qui faisaient des salutations. Une autre exposition qui a eu lieu au musée du Quai Branly marque un degré supplémentaire et peut-être une sorte de limite de ce type d'acceptation pour un musée. C'est l'exposition Maori, Leur trésor en une âme, qui est une exposition, comme dans le cadre de l'exposition Kanak, où on avait essayé de créer une sorte de dialogue entre la culture d'origine et les cultures occidentales, une sorte de jeu de miroir. Là, dans le cadre de l'exposition Maori, c'était une carte blanche donnée par le musée du Quai Branly au musée national, au musée Te Papa Tongarewa de Nouvelle-Zélande, musée national, et au département maori de ce musée, qui défend un certain nombre de protocoles qu'ils appellent Manataonga, c'est-à-dire un protocole spécifique pour
la relation que les personnels du musée doivent avoir avec les objets importants, les objets chargés de leur culture. Il y avait donc à la fois des chants, des danses, un peu dans la même chose que pour l'exposition précédente, c'est-à-dire des choses qui sont de l'ordre de l'intime et des cérémonies qui sont de l'ordre du public, qui se succèdent pour pouvoir ouvrir l'espace, et puis la même chose quand on doit le fermer. Là, on est allé plus loin parce que c'était un commissariat maori, et ils avaient appliqué cette idée de mana taonga, c'est-à-dire le mana, c'est la puissance spirituelle des objets, la charge ancestrale des objets. Ils l'avaient appliqué à l'ouverture des caisses, qui est souvent le cas d'ailleurs, hein, qu'on fait en général, mais aussi au protocole public, mais aussi au montage de l'exposition, avec un certain nombre d'injonctions qui allaient le fait, par exemple, de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas mâcher de chewing-gum pendant toute la durée du montage dans l'espace où les objets étaient présentés. On peut l'accepter, et on l'a fait. Là où on a trouvé une forme de limite, c'est qu'à un moment donné, l'équipe maori a récusé la présence d'une restauratrice qui était enceinte, parce qu'ils estimaient qu'une femme enceinte ne peut pas être mise en relation, mais rapprochée des objets des taonga maori. C'est donc une montée, j'allais dire, en puissance, qui peut poser question. Cette exposition a eu lieu en 2012. Et en 2016, une des collègues conservatrices du Te Papa Tongarewa est même allée plus loin en déclarant que les musées étaient des endroits dangereux parce qu'ils contrôlent la narration. C'est une invitation très claire à ce que les Maoris se substituent d'une certaine manière au personnel, aux experts des musées pour prendre leur place et parler en leur nom. On voit donc que, poussé l'extrême, on peut arriver à une forme de volonté d'exclusive où il faut être maori pour parler des maoris, d'une certaine manière, ou kanak pour parler des kanaks, si on se circonscrit à ces exemples. Et c'est ceci au nom du refus d'une forme d'appropriation culturelle. On peut se demander d'ailleurs si aujourd'hui une exposition telle que l'exposition d'Yves Le Fur et de Marc Couturier en 2001 serait pas considérée en fait comme une forme d'appropriation culturelle par les organisations aborigènes. Et donc toute la question, c'est la limite finalement qu'on se pose en tant que musée entre le désir d'entrer en dialogue et de prendre en compte un certain nombre de protocoles ou de perceptions, de sensibilité, de sens premier de ces objets, et la nécessité aussi malgré tout de laisser les gens qui doivent travailler, bien qu'ils ne répondent pas complètement à la demande. Il me semble que dans ces exemples, moi, c'est ce qui m'intéresse finalement, c'est que si le musée est toujours une rupture avec le passé, dans le cas des collections océaniennes, le musée est aussi un carrefour formidable dans lesquels les significations multiples, parfois antagonistes, peuvent se rencontrer. Et ce qui me semble passionnant dans le musée, c'est qu'il est producteur de sens, mais il est en même temps mémoire des sens passés. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce travail. Je vous remercie. On va continuer à évoquer le musée comme carrefour de significations multiples au travers de l'intervention de Madeleine Leclerc. Travaille depuis plus de 20 ans à la valorisation du patrimoine musical et sonore dans différents musées d'ethnographie, Musée de l'Homme à Paris, Musée du Quai Branly, Musée d'ethnographie de Genève, où elle a été commissaire de différents projets d'exposition sur la musique,
Depuis 2012, elle est conservatrice des collections d'instruments de musique au Musée d'ethnographie de Genève et des archives internationales de musique populaire. Elle est également éditrice d'un label discographique. Depuis 2015, elle est attachée à l'Université de Genève, au département de musicologie, où elle enseigne dans le cadre du master en ethnomusicologie. Votre actualité, Madeleine, en mars 2019, vous avez sorti un 4e CD paru dans la collection des disques consacrés à des compositions musicales réalisées par des artistes contemporains sur la base des archives sonores du Musée d'ethnographie de Genève. Et vous préparez un disque présentant une œuvre composée et interprétée dont vous allez nous parler ce soir. Vous vous interrogez ce soir sur notre capacité à redonner voix aux instruments et plus largement sur le sens des instruments de musique dans les musées au travers d'une initiative originale menée par le département d'ethnomusicologie du musée de Genève et qui n'est pas sans rappeler l'expérience de Marc Couturier avec les objets Chirunga. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci de votre attention. C'est un plaisir de venir présenter devant cette nombreuse audience, un projet que j'ai initié et qui s'est déroulé, dont le début a commencé en novembre dernier. Et donc avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, peut-être juste parler et rappeler ce que sont les collections d'instruments de musique au Musée d'ethnographie de Genève. Et plus largement le département d'ethnomusicologie qui a la particularité de conserver un ensemble d'instruments de musique, environ 2500 instruments des 5 continents, hein, Afrique, Amérique, Asie, Océanie et Europe, qui a une collection importante, mais également un fonds d'archives sonores assez de référence, et un fonds d'archives sonores qui a été fondé en 1941 par le savant et musicologue Constantin Brailoiu, qui, à Genève en 1941, a apporté ses propres enregistrements de musique folklorique, si on peut dire. C'est-à-dire, on était à l'époque, au milieu du XXe siècle, où, surtout en Europe de l'Est, on créait des grands réservoirs et des grandes collections de musique, plutôt la musique vocale d'ailleurs, dans une perspective comparatiste. Il y a des grands compositeurs qui s'y sont adonnés, comme Béla Bartók par exemple, ou Zoltán Kodály, qui se sont intéressés au folklore local pour en faire des compositions, mais également pour en faire des grandes archives sonores. Donc Brailoiu est arrivé au musée d'ethnographie de Genève avec son fonds d'archives collectées essentiellement en Roumanie, mais également avec toutes les autres phonogrammes qu'il avait collectionnés, des cylindres de cire, des disques 78 tours et ainsi de suite. Ce qui fait, alors peut-être un petit détail, c'est que ces phonogrammes et ces archives sonores qui représentent 20 000 heures de musique, c'est quand même relativement important comme collection d'archives sonores en Europe, les phonogrammes sont considérés comme des éléments patrimoniaux, ils ont un numéro d'inventaire et ils sont inscrits à l'inventaire du musée. C'est donc mon boulot en arrivant au musée d'ethnographie était de réfléchir à des projets qui pouvaient mettre en valeur la coprésence des instruments de musique et de ces archives sonores. Donc vous voyez ici une des 2 vitrines consacrées au département d'ethnomusicologie dans lesquelles il y a une présentation d'une partie de la collection des instruments de musique, une présentation relativement classique où les instruments sont regroupés par famille instrumentale, les instruments à vent qui sont tout à gauche, les instruments à cordes, les tambours et les idiophones, les instruments à percussion pour résumer. C'est une manière de mettre l'accent également sur la fonction de ces instruments de musique qui est de produire du son. Vis-à-vis de cette donc devant cette vitrine, vous voyez une jeune public qui s'est prêtée à la photographie pour montrer qu'il y a un nombre équivalent de pièces musicales extraites de nos archives qui sont présentées vis-à-vis en regard des instruments de musique. L'idée étant de mettre les instruments de musique dans leur contexte, le contexte de ce pourquoi ils ont été produits, le contexte de l'univers musical dans lequel ils sont joués. Bon, ça a l'air d'un dispositif tout à fait basique. C'est peut-être le niveau 1 de la muséographie de la musique, c'est-à-dire redonner la voix à un instrument de musique, donner à l'entendre, et par une sélection faite dans nos archives.
J'ai souhaité, juste à côté de cette vitrine, il y a une deuxième vitrine que vous ne pouvez pas voir ce soir, mais qui est placée dans le prolongement de celle-ci. Entre les deux, il y a ce petit espace qu'on appelle, vous voyez l'autre vitrine un petit peu au fond, cet espace qu'on appelle la chambre sonore. C'est une sorte de station de téléportation, si on veut, dans laquelle j'ai imaginé un lieu dédié à la musique sans objet, et ce qui n'est pas très évident ni très, ce qui demande une certaine négociation avec les collègues et avec la direction, de disposer dans un espace une installation sonore dédiée à la musique et non pas à la présentation d'objets. L'idée étant de mettre l'accent sur le fait que la musique, qui est un universel comme le langage, est un mode d'expression artistique majeur et absolument important. Dans cette pièce, j'ai voulu traiter de la question du son qui provient de matières mises en vibration, des matériaux, mais également de l'air pour les instruments à vent ou pour la voix, par exemple. J'ai donc essayé d'imaginer un endroit où on mettrait en valeur la question des timbres, des couleurs sonores, parce que selon que les matériaux sont prépondérants dans la manière dont la qualité du son va être émise, mais il y a également les gestes sur ces matériaux qui sont très importants. C'était un peu compliqué parce que c'est assez technique, ça touche à des questions d'acoustique, et j'avais justement envie de présenter une installation dans laquelle on a une approche par le sensible, en prenant comme donnée de base que les sensations et tout ce qui vient du domaine sensible a une valeur heuristique très importante qui complète les présentations qui sont faites d'une manière plus intellectualisée, on va dire, ou avec des textes. J'ai donc travaillé avec l'artiste Ange Leccia qui m'a proposé de faire une composition. C'est-à-dire j'ai choisi dans les archives sonores des extraits qui font entendre les matériaux qui vibrent. Un jeune compositeur, Julien Pérez, qui m'a été présenté par Ange Leccia, a fait un montage de ça en faisant des interventions un peu comme dans le domaine des musiques électroniques, et c'est ça qui est diffusé à l'intérieur de cet espace. C'est donc un espace un peu... Il y a une succession de 12 pièces pour une durée totale de 20 minutes. C'est un espace qui invite à découvrir par les sens cet aspect du son qui est de mettre des matériaux en vibration. J'avais eu le plaisir au musée du Quai Branly d'imaginer une des deux boîtes à musique où il y a une présentation également audiovisuelle sur des répertoires sonores. L'idée d'avoir un espace tout noir, pas du tout d'image, est quelque chose qui est assez difficile à vivre pour le grand public, et souvent le public a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui est en panne, et ainsi de suite. Il se trouve qu'après avoir fait différentes recherches, la coprésence du son et de l'image, la synesthésie, cette forme de synesthésie, n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, propre aux sociétés de l'écrit ou du visuel, comme les sociétés indiennes par exemple, mais serait une particularité universellement reconnue. Le fait d'avoir associé du son et de l'image change quelque chose dans la manière dont on écoute et dont on voit ces images. Bref, revenons aux instruments de musique, puisque c'était l'objet de mon propos. Il y a donc environ 4% des instruments de musique qui sont présentés en vitrine. Le reste des instruments est conservé en réserve ou présenté pour être étudié, présenté dans des expositions et dans différents projets d'exposition temporaire. Mais également, au musée d'ethnographie de Genève, on a eu un projet dédié à ces instruments. C'est un projet qui a été imaginé en très étroite collaboration avec ma collègue Isabelle Garcia Gomez, qui est restauratrice et conservatrice. L'idée était d'imaginer, la base de la réflexion était de prendre ce travail de restauration et de conservation qui vise à maintenir l'intégralité physique et matérielle d'un objet
autant qu'on le puisse dans les réserves. Maintenant, qu'en est-il pour les instruments de musique de leur maintien en état de jeu? On a donc développé le projet d'observer la collection des instruments de musique sous l'angle du potentiel de ces instruments à pouvoir être joués aujourd'hui dans des conditions optimales, bien évidemment. On a identifié une trentaine d'instruments de musique, parmi lesquels, bien évidemment, on a surtout des instruments qui sont faits dans des matériaux très rigides et très stables, le métal, par exemple, des instruments de la famille des percussions. Mais également, on a identifié un certain nombre d'instruments de musique qui sont rentrés récemment dans les collections, des tambours notamment, qui avaient été collectés par mon prédécesseur, des tambours qui viennent d'Inde, mais également une batterie de tambours des Wolofs du Sénégal qui avait été commandée par mon prédécesseur auprès d'un grand maître tambourinaire pour pouvoir intégrer les collections du musée d'ethnographie de Genève, avec comme consigne que ces tambours devaient être joués, devaient être jouables et devaient être joués. Voilà. Avec en prenant en considération tout ce que je viens de vous dire, j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer une musicienne contemporaine qui s'appelle Midori Takada, qui est percussionniste et compositrice. On a fait une visite dans les réserves avec Midori Takada, qui s'est beaucoup intéressée à la collection des instruments de musique et qui a accepté de participer à cette première étape de notre projet, qui est de remettre en jeu et faire revivre les instruments de musique de la collection. Donc je vous propose de découvrir un film qui a été fait, qui est un entretien que j'ai fait avec elle suite à cette grande performance qu'elle a fait les 25 et 26 novembre dernier à Genève, où elle a rejoué une sélection d'instruments de musique. Donc on peut regarder son entretien. Et je vous invite à être attentif à la manière dont elle donne sens aux objets sur lesquels elle joue. Est-ce qu'on peut avoir le film? Oui. Instruments is a figure, shows their philosophy, tribes' philosophy, or culture's thought, and this figure made from history, long years, but sound is inside. So my work is make sound from each figure. You ordered me to make sound and wake them up from boxes and come out from shelf. It's my job, it's my happiness. This chance is very big for me because these are very important tribes' culture
drives dream, drives life, drives death also. Life is, all life made this figure. My choice was Holy Melody of Africa, Shona tribes. I had chosen first the image, sound image, and their pitches. Pitch is important. So one by one I played and picked up suitable pitch one by one. So these, and all drums also, and sanza, mbila, and the bells has each pitches. So that's my point of choosing. I think instruments is instrument itself wants to shout, wants to sing, wants to come to this space among people. They want to come. So I feel that, as I said, this figure is a spirit of people. Any tribe, any country, any culture has musicality, and make instruments instead of their voice, instead of their body. So this is body, their body, our voice, their dream, their life. So that's very important work. Keep, as you know, keep figure and important research. Where from? Where you from? Where are you? So, what's your name? What's your mother? Mother's name. Who's ancestor? It's important for soul. Voilà. Peut-être juste une première petite remarque sur cette idée qu'exprime Midori sur le fait que le son est contenu à l'intérieur des instruments de musique. C'est pas un cas du tout qui est isolé, et j'aimerais peut-être juste évoquer avec vous un exemple du Vanuatu qui a été étudié par mon collègue ethnomusicologue Raymond Hamann, qui m'a communiqué toutes ses connaissances sur ce type d'instrument de musique. Mon idée était de faire une étude sur les instruments qui étaient porteurs de représentations anthropomorphes, avec comme point de départ que c'est pas de la décoration, évidemment, et qu'il y avait sans doute un sens entre la manière dont l'instrument apparaît d'une façon plastique et la sonorité, le timbre et la sonorité de cet instrument. Donc ces grands tambours de bois, ce sont des troncs d'arbres qui sont évidés, qui sont surmontés d'une sculpture qui représente un visage. Ces visages sont la représentation d'ancêtres. Ces tambours de bois, il y en a un grand nombre qui est présenté au musée du Quai Branly, sous la forme d'une sorte de place de danse, et ça représente assez bien la manière dont ces instruments sont utilisés. Donc ils sont fichés sur le bar d'une place de danse, utilisés notamment au cours de rituels pour lesquels les ancêtres sont convoqués et dont la présence est importante. Alors,
cette longue ouverture sert à évider et à creuser l'instrument à l'intérieur, mais cette ouverture porte un nom et dans la langue vernaculaire, dont la traduction littérale en français pourrait être bouche, la bouche. Donc l'idée est qu'en manipulant cet instrument, quand les hommes le jouent, en frappant avec des maillets, le son sort par la bouche de cet instrument. Et c'est donc la voix des ancêtres qui est donnée à entendre d'une manière sensible pendant ce rituel. On a donc ici l'exemple d'un instrument qui permet un échange entre les hommes et des entités de l'au-delà. C'est aussi donc pour l'exemple, comme pour l'exemple de ce que vient de dire Midori, où elle dit que le son est contenu à l'intérieur de l'instrument, on remarque que cette manière de voir les choses est aussi existe dans d'autres cultures. Ainsi, les instruments de musique peuvent être envisagés comme des sortes de réservoirs de mémoire, et cette mémoire s'exprime d'une manière sensible. Comme on vient de le voir, des objets donc qui sont porteurs de mémoire, qui se manifestent par le son, et on n'est pas. C'est assez intéressant de remarquer qu'on est dans le cadre justement de traditions dont le mode de transmission des éléments culturels se fait le plus souvent de manière orale. Alors, ces figures portent également un autre type d'histoire, c'est l'histoire des connaissances, qui est un des sujets qui m'intéresse également beaucoup pour les instruments de musique. Le résultat donc d'un développement technologique extrêmement sophistiqué, bien qu'empirique, parce que pour les facteurs d'instruments de musique sont très souvent des artisans et des artistes spécialisés qui ont comme objectif d'obtenir une qualité sonore absolument précise. Pour conclure rapidement, dans ce qu'on a fait, donner du sens aux instruments de musique, c'est donc aussi leur redonner la parole, les faire parler, envisager également sous un autre angle l'environnement muséographique de leur conservation. Leur entrée au musée correspond à une rupture et à une séparation, comme ça a été évoqué précédemment, une séparation entre l'objet et entre ceux qui en avaient l'usage, qui est la raison même d'un instrument de musique, d'être joué. Également, restaurer le sens de ces objets, c'est envisager de les remettre en usage, de permettre des gestes qui créent de nouveaux échanges, et c'est en ce sens que, pour conclure, comme précédemment mon collègue et ami Emmanuel l'avait fait, envisager le musée comme un lieu où justement ce genre d'échanges et de rencontres puisse se faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Madeleine. On va poursuivre et terminer cette belle soirée qui nous emmène très très loin au travers des objets, de leur sens, en accueillant Olivier Flaviano. Olivier, vous êtes directeur du musée Yves Saint-Laurent. Et vous avez préparé avec Aurélie Samuel, directrice des collections du musée, l'intervention de ce soir. Vous êtes diplômée de l'ICN Business School de Nancy et vous avez débuté votre carrière à la Colline, au Théâtre National, où vous avez travaillé sur les activités de mécénat et de partenariat, avant d'intégrer l'Association pour le rayonnement de l'Opéra national de Paris, en tant que chargée de relations avec les entreprises. En 2009, vous avez rejoint la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, qui n'était pas alors encore un musée, comme chargé de communication, puis adjoint du directeur général à partir de 2013. En janvier 2017, vous avez été nommé directeur du musée Yves Saint-Laurent, qui a ouvert ses portes à l'automne de la même année. Quelques éléments d'actualité concernant le musée. Le musée des tissus de Lyon présente actuellement, en collaboration avec le musée Yves Saint-Laurent, les coulisses de la haute couture, jusqu'au 8 mars prochain, une exposition qui est présentée comme, je cite, un hymne à la matière et qui valorise particulièrement, et ça nous intéresse ce soir, le processus créatif d'Yves Saint-Laurent et les techniques et savoir-faire des industries textiles lyonnaises. Et en parallèle, vous préparez pour 2020, c'est un scoop, une exposition exceptionnelle consacrée à Betty Catrou, icône de mode et double féminin d'Yves Saint-Laurent. Et les pièces présentées dans l'exposition sont issues de l'importante donation que Betty Catrou a consentie à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent
l'année dernière, je crois. Vous venez également de recevoir le label Maison des Illustres. Ces deux projets dont je viens de parler me semblent illustrer parfaitement le projet du musée Yves Saint-Laurent, dont les archives sont conservées depuis l'origine de la maison de couture, c'est-à-dire témoigner de cette réflexion autour de la patrimonialisation de la mode et du changement du statut de, je cite, l'objet mode, et répondre ainsi à la question du sens matérialisé dans une forme, ici le vêtement. Eh bien, merci beaucoup. Donc, en effet, je ne suis pas Aurélie Samuel, j'en suis désolé, mais je suis ravi d'être ici ce soir pour vous présenter l'histoire du musée Yves Saint-Laurent, l'histoire de ses collections, et plus particulièrement la manière dont finalement exposer la mode change le statut même de l'objet. On a ici en introduction trois photographies différentes de la même pièce. C'est une veste brodée, hommage à Vincent van Gogh qui date de 1988. Ici porté par un mannequin vivant, porté par un mannequin qu'on appelle attitude, j'y reviendrai, et puis porté par ce qu'on appelle un corps absent, qui finalement donne toute son ampleur, non pas à l'utilité du vêtement, mais aux techniques qui ont été utilisées pour le créer. Ma courte intervention va se dérouler en trois parties. Je vais revenir sur le statut même du vêtement chez Yves Saint-Laurent. Je pense que c'est quelque chose qui est important de signaler. On parlait tout à l'heure de retrouver un sens à l'objet. Ici, l'objet, c'est un vêtement. On le sait, justement, le musée va essayer d'aller au-delà et de montrer qu'un vêtement peut avoir un autre sens en fonction de sa présentation. La transformation du vêtement en œuvre, on reviendra sur l'histoire des collections et de la conservation du musée Saint-Laurent, et puis l'enjeu qui est celui des musées Yves Saint-Laurent, puisqu'il y en a un à Paris, mais également un à Marrakech, les deux ont ouvert leurs portes en 2017, il est bien de rendre compte de ce double statut, est-ce un vêtement, est-ce une œuvre, et comment justement le type de présentation peut rendre compte de ces deux aspects. Alors, je ne sais pas du tout si vous êtes familier de la mode de manière générale, et plus particulièrement de cette mode du XXe siècle, dont Yves Saint-Laurent est l'une des figures, des grandes figures. Mais ce qui est important de dire en préambule, c'est que chez Saint-Laurent, tout part du dessin. Ça, c'est très important. Ça différencie évidemment le statut du couturier, ça le différencie aussi des designers qu'on peut trouver aujourd'hui qui vont partir plutôt d'un tissu, qui vont partir d'un mood board, qui vont partir d'images, mais qui ne vont pas partir du geste créatif qui est celui du dessin. Je vais ponctuer cette intervention par des citations de M. Saint-Laurent, de M. Berger, pour que vous compreniez peut-être mieux justement quel est le sens de leurs actions. Yves Saint-Laurent disait « Lorsque je prends un crayon, je ne sais pas ce que je vais dessiner. C'est le miracle de l'instant. Je commence par un visage de femme et tout à coup la robe suit ou le vêtement se dessine. » Ce qu'on peut comprendre de cette citation, c'est que ce qui est d'abord important pour Saint-Laurent, c'est le corps de la femme. Donc ce qu'il dessine et ce qu'il va créer, c'est d'abord un vêtement. C'est important de le dire aussi parce qu'actuellement, quand on peut regarder la mode qui est présentée dans les défilés haute couture 2 fois par an, on peut s'interroger sur le fait de savoir si nous assistons vraiment à des défilés de vêtements ou si ce sont des objets, des œuvres qui ont pour matériaux bien sûr des textiles. Quelques exemples justement de croquis de M. Saint-Laurent, puisque c'est lui qui les dessinait encore une fois. Une particularité, c'est que ces dessins ont déjà, vous le voyez, sont incarnés. Ils ont déjà une allure, ils ont déjà un geste, ils ont déjà une attitude. Et c'était extrêmement important pour Saint-Laurent également de traduire un geste, de traduire une attitude et de d'abord penser à une femme avant de penser à l'œuvre qu'il était en train de créer. 3 autres croquis, vous avez ici notamment à gauche le croquis du
premier smoking qui a été créé en 1966, qui est une sorte de manifeste, puisque, pour vous dire deux mots sur l'œuvre de Saint-Laurent, mais je pense que vous l'avez peut-être en tête, mais Saint-Laurent est plus particulièrement connu pour avoir créé un style qui lui est propre dès les années 60. Il ouvre sa maison en 1962 avec Pierre Bergé, et en l'espace de 10 ans, il va créer ce qu'on appelle le vestiaire de la femme moderne, utilisant ou inventant justement le smoking, le tailleur-pantalon, le jumpsuit, la saharienne, le trench, tous ces éléments, tous ces vêtements empruntés au vestiaire masculin qu'il va adapter au corps de la femme, justement, on en parlait, et ainsi l'accompagner dans son émancipation. Je viens de l'évoquer, toutes mes robes viennent d'un geste. Une robe qui ne reflète pas ou ne fait pas penser à un geste n'est pas bonne. Une fois qu'on a trouvé ce geste en question, après, on peut choisir la couleur, la forme définitive, les tissus, mais pas avant. Justement, Yves Saint-Laurent part d'un croquis, je vous l'ai dit. Une fois que le croquis est réalisé, il va le transmettre à ses ateliers qui vont créer ce qu'on appelle une toile. Une toile, c'est quoi? C'est une maquette en volume du croquis. Donc c'est fait à partir de coton écru, et il y a déjà tous les aspects, c'est-à-dire bien sûr le volume, mais aussi les boutons, le col, les manches, tous les éléments du vêtement, et pour autant c'est fait en blanc, donc comme une maquette. Cette maquette va être présentée à Yves Saint-Laurent dans son studio, toujours sur mannequin vivant. Ça, évidemment, c'est lié à ce que je vous ai dit. Encore une fois, le corps de la femme, le mouvement est extrêmement important pour Saint-Laurent. On le voit aussi dans les défilés qui vont suivre, puisqu'une fois que la toile est approuvée par Monsieur Saint-Laurent, présentée donc dans son studio sur mannequin vivant, il va pouvoir choisir en effet le tissu qui ensuite va pouvoir former le vêtement créé par les ateliers. Sur les défilés même, et là vous avez deux photographies, et peut-être même deux autres, de défilés Saint-Laurent, on voit à quel point le vêtement est incarné. C'est-à-dire, vous avez vu, le dessin est incarné, le dessin est un geste, mais également dans les défilés, contrairement aux défilés que vous pouvez voir aujourd'hui, encore une fois, où la plupart du temps, les mannequins défilent sans un sourire, sans un geste, sans rien. Les défilés de Saint-Laurent avaient cette particularité d'être extrêmement incarnés, parce que finalement, ce dessin correspond aussi à un caractère, un théâtre, un personnage, et ça me permet d'évoquer cette citation nouvelle de Saint-Laurent. Mes robes du soir évoquent toujours une œuvre dramatique ou romantique, ou un écrivain ou un musicien. C'est dire combien le théâtre est important pour moi, et comment ça revient revient toujours. Je termine sur cette image, cette première partie sur cette image qui est assez iconique. C'est une photographie d'Helmut Newton qui date de 1975, qui présente un tailleur-pantalon. C'est pour vous dire que au-delà du vêtement, au-delà du geste dont on parlait, finalement Saint-Laurent, au-delà du sens premier du vêtement, peut-être que notre mission ici au musée est de lui trouver un nouveau sens. Je l'ai dit par sa présentation, par son support de présentation, nous le verrons, mais aussi de l'inscrire dans un champ plus large qui n'est pas que celui du vêtement, mais qui est un champ historique, social, technique, et nous le verrons plus tard. Juste pour terminer, ce que disait Saint-Laurent, le plus important n'est évidemment pas le vêtement, mais la femme qui le porte. Deuxième partie, j'aimerais évoquer avec vous la particularité de cette collection qui est en effet la collection de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent, qui a été créée en 2002 à la fermeture de la maison de couture et qui aujourd'hui irrigue les deux musées à Paris et à Marrakech. Une citation de M. Bergé, puisqu'il est justement à l'origine de cette collection. Dès l'origine de la maison, j'ai su qu'il fallait garder toute la mémoire du travail d'Yves Saint-Laurent. Cette nécessité et l'évidence de son talent m'ont dicté cette décision. C'est important de noter que la maison Saint-Laurent a été la première, dès 1964, nous le verrons, donc dès les 2 premières années après sa création, à conserver des modèles.
les modèles de défilé. C'est ça qui est important. Quand vous préparez un défilé, vous présentez une centaine de modèles, à peu près, en tout cas chez Saint-Laurent. Ces modèles, c'est ce qu'on appelle des prototypes. C'est des modèles qui ont été créés en fonction de la toile, je vous l'ai dit, qui ont été portés par les mannequins pendant la création de cette collection et qui ensuite vont être présentés lors du défilé. À partir de ces modèles présentés, les clientes qui ont assisté au défilé vont pouvoir commander leurs propres vêtements. La particularité de la maison Saint-Laurent à l'époque, c'est qu'à l'issue de chaque défilé, Yves Saint-Laurent lui-même va choisir une sélection de modèles qu'il souhaite conserver. Et ces modèles, c'est les prototypes. Donc, le premier geste du créateur. C'est important de différencier le prototype avec le vêtement de cliente qui est fait aux mesures de la cliente d'une part, mais aussi selon ses envies, puisqu'elle pouvait tout à fait faire remonter une manche, un col, changer éventuellement la couleur du tissu, si tant est que le tissu était du même type. Vous avez ici, je l'évoquais tout à l'heure, 64, le premier modèle qui a été conservé d'une collection Saint-Laurent, et au fur et à mesure, une sélection de modèles a été conservée de plus en plus importante. Pourquoi est-ce nouveau? Parce qu'une maison de couture fonctionne évidemment avec une économie qui lui est propre, et les modèles de défilé étaient soit donnés, on est dans les années 60, donc 60 et avant, soit ces modèles étaient donnés aux mannequins, c'était une manière de rétribuer le mannequin, mais c'était également une sorte de publicité, puisque quand vous avez un grand mannequin comme Victoire d'Outrelot, par exemple, qui était le mannequin vedette de Dior, qui porte une robe New Look à l'opéra, c'est une forme de publicité, mais aussi c'était une manière de se rémunérer, c'est-à-dire qu'on vendait les prototypes, on pouvait vendre les prototypes aux clientes, à certaines clientes, en solde, et ça permettait évidemment d'avoir des fonds supplémentaires pour la maison. De toute façon, dans ces années-là, il faut bien comprendre que les maisons de couture n'ont pas vocation à conserver les modèles, cela vient bien après, je vais vous le présenter, tout simplement parce que la mode passe. La mode passe et chaque saison doit être différente justement pour pouvoir vendre à nouveau des modèles. C'est pas du tout le prisme qui a été celui de Saint-Laurent. Et nous allons le voir. Vous avez ici voilà, justement, deux étiquettes de vêtements qui vous montrent que ces vêtements sont des prototypes, puisque ce sont ce qu'on appelle des bolducs d'atelier, avec ici le printemps-été 89. Nous savons que c'est l'atelier René, donc Madame René, qui était première d'atelier Flou, qui a créé cette robe, et on a évidemment le numéro de modèle, etc. Au-delà des vêtements, ce qui est le cœur de notre collection, puisque nous en conservons un peu plus de 7000, au-delà des vêtements, ce que l'on conserve aussi, c'est l'ensemble du processus de création, c'est-à-dire les croquis originaux de M. Saint-Laurent, je vous en ai parlé, et ici vous avez un exemple de ce qu'on appelle une Bible. La Bible, c'était tout simplement dans le studio un classeur où vous aviez ces types de fiches avec une reproduction du croquis original, le numéro de référence, le numéro de l'atelier. Vous avez également toutes les indications concernant la création de ce vêtement. Vous savez qu'il a été fait par Monsieur Jean-Pierre, premier de l'atelier tailleur, qu'il a été porté par Kérat. Vous savez que c'est un tailleur en satin. Vous avez les références du tissu. Vous avez l'échantillon du tissu. Donc vous avez l'ensemble des informations nécessaires à la production du vêtement. Ce classeur était appelé la Bible. Ça vous montre l'importance, d'autant plus dans un contexte évidemment de concurrence avec les autres maisons, mais ça vous montre l'importance évidemment de ces documents. Cette Bible justement était évidemment mise au coffre et à la pause déjeuner et le soir, puisqu'elle ne devait absolument pas sortir du studio. Une autre étape importante qui a été le recrutement d'un conservateur. Alors, ce n'était pas un conservateur du patrimoine. Hector Pasquale était costumier de théâtre. Il a beaucoup travaillé avec Roland Petit. Saint-Laurent a fait les costumes pour Roland Petit et pour Zizi Jeanmer. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il a connu Hector Pasquale. Mais en tout cas, ils ont désigné, on est donc 20 ans après la création de la maison,
une personne spécifiquement en charge de l'organisation de la conservation des archives, ce qui montre leur importance. Juste une chose qui est intéressante, vous voyez ces fiches de Bible que je vous présente ici, vous voyez une mention qui s'appelle musée. Il est évident qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout l'idée de créer un musée, ni deux musées Saint-Laurent, puisqu'ils n'ont ouvert leurs portes qu'en 2017. Pour autant, les modèles qui étaient choisis, sélectionnés par Yves Saint-Laurent pour être conservés, avaient une petite annotation musée. Donc, l'idée était déjà ici. Aménagement des premières archives, il n'y a pas de compactus, je ne suis pas sûr que l'hygrométrie et la température étaient contrôlées. En revanche, vous voyez Yves Saint-Laurent, Anne-Marie Munoz qui était la directrice du studio, et Diana Vreeland qui était la directrice du Costume Institute au Metropolitan, je vais y arriver, et vous voyez que c'est à peu près, en tout cas, organisé. Je vous montre aussi les premières fiches d'inventaire qui ont été faites en 1982. C'est toujours intéressant de voir, voilà, la description du modèle, le numéro, des polaroïdes. Tout ça, tous ces documents sont aussi des documents que nous conservons au musée, ce qui nous permettra peut-être un jour de faire l'histoire de la conservation au-delà de l'histoire de la création. Et puis on arrive à 1983, qui est une date charnière dans l'exposition de mode au sens large, puisque pour la première fois, un couturier vivant, Yves Saint-Laurent, a une exposition qui lui est consacrée au Metropolitan, donc en plus pas un musée de mode, mais un musée de type universel. Donc c'est en 1983, et la commissaire d'exposition est Diana Vreeland. Il y a une petite anecdote qui est intéressante justement sur cette exposition, c'est que Diana Vreeland, qui était donc en charge du Costume Institute, est allée voir Philippe de Montebello, qui était à l'époque le président du Met, et qui a défendu son souhait de créer une exposition dédiée, consacrée à Saint-Laurent, pourtant vivant et surtout pourtant avec une maison de couture en activité. Philippe de Montebello lui aurait dit « mais c'est impossible, la maison Saint-Laurent existe encore, on ne peut pas faire une exposition dans un musée sur une marque, puisque c'est une marque également qui existe encore », ce à quoi Diana Vreeland lui a répondu « I'm not talking about business, I'm talking about art ». Donc ça vous montre à quel point en 83 commence cette sorte de changement du statut de la mode et par là même du statut du couturier. On a cette exposition qui va itinérer à travers le monde. On est en 85 au Palais des Beaux-Arts de Pékin. Ça m'intéresse de vous montrer cette image parce que on pourrait penser que la Maison Saint-Laurent avait un intérêt économique à présenter une exposition à New York. Elle n'avait pas d'intérêt économique à présenter une exposition en Chine en 1985, où, je le rappelle, elle ne possédait aucune boutique Saint-Laurent. Un autre aspect intéressant, c'est le défilé lui-même. Vous en avez vu tout à l'heure. Le défilé est là pour présenter des modèles qui vont être achetés par des clientes. Ici, on est en 1989. C'est la fête de l'humanité et est présenté un défilé Saint-Laurent. À ce moment-là, le défilé s'abolit de toute son utilité économique pour simplement présenter des robes pour ce qu'elles sont. Et je cite M. Berger qui nous disait à cette occasion « Depuis très longtemps, nous défendons, comme vous le savez, le droit pour la mode d'être un art à part entière. Ce que nous montrons n'a pas de prix à tous les sens du terme. Il a le prix de la beauté. » Un autre grand défilé, peut-être vous vous en souvenez, 1998, défilé au Stade de France. On est le 12 juillet, juste avant la finale de la Coupe du Monde, défilé Saint-Laurent avec 300 mannequins qui présentent les plus belles pièces du couturier. En 2002, la fermeture de la maison de couture arrive et est créée la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Ça me permet d'évoquer le fait, je crois que c'est important, que aujourd'hui, la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent est une fondation reconnue d'utilité publique. Elle n'est pas liée à la marque. C'est important de le signifier. La marque Saint-Laurent aujourd'hui ne fait que du prêt-à-porter, pas de la haute couture. Il fait des parfums aussi, des cosmétiques, comme vous le savez, mais on n'a pas de lien, on n'est pas une fondation d'entreprise contrôlée par la marque. Donc la programmation que nous avons, que ce soit à Lyon, mais également ici à Paris ou à Marrakech, n'est que la nôtre. On a continué des expositions, je vais passer relativement vite, notamment au Petit Palais en 2010 et au Bose Museum par exemple en 2015.
Une citation de Saint-Laurent encore. Quelle trace aimeriez-vous laisser, celle d'un artiste qui construit son œuvre ou celle d'un magicien de l'éphémère? Un artiste qui construit son œuvre, on revient à ce statut du couturier. Et quand on lui pose la question de l'importance de l'aspect postérité, il dit « J'aimerais en effet que dans 100 ans on étudie mes robes et mes dessins ». Ça, c'est une image du musée tel qu'il est aujourd'hui. J'aurais pu parler justement de cette idée de reconstitution. Le musée Yves Saint-Laurent à Paris a la particularité d'être dans l'ancienne maison de couture. Donc on est ici, non pas dans une reconstitution, tous les objets sont des objets qui ont été dans ce studio. On a remis les objets là où ils étaient en place à l'époque de la maison, avant 2002. Et puis, on arrive à ce sujet qui est justement le support de l'objet, c'est-à-dire comment aujourd'hui, avec Saint-Laurent, pour qui le vêtement, l'œuvre textile était un vêtement, et les contraintes, ou en tout cas la vocation muséale qui est la nôtre de montrer autre chose que simplement un vêtement, comment on va, à partir des supports de présentation, justement changer ou faire dialoguer et donner différents sens aux vêtements. Ici, vous avez ce qu'on appelle des mannequins attitudes qui reprennent la silhouette, en effet, d'un corps féminin et qui va permettre de créer ce mouvement qui était cher à Saint-Laurent et de montrer que le vêtement n'est pas simplement quelque chose de statique, mais en mouvement et accessoirisé, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, vous avez d'autres types de mannequins qui peuvent être utilisés. Ici, on avait conçu pour l'exposition d'Olivier Saillard en 2014 des sortes de stockman qui sont ce qu'on appelle les mancraft, qui sont justement une sorte de papier craft, parce que là ce qu'on voulait montrer c'est non pas l'attitude, le geste comme je le disais tout à l'heure, mais comment un vêtement peut être transposé d'un croquis à un objet textile. Et vous aviez d'ailleurs derrière les croquis de Saint-Laurent qui se sont mués en vêtements. Ici, on a pris d'autres mannequins qui, certes, permettent d'avoir l'entièreté de la silhouette, mais on les a dissimulés le plus possible pour qu'ils s'effacent complètement et qu'ils puissent dialoguer. Ici, on est dans une exposition qui s'appelait l'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent, qui faisait dialoguer des œuvres de Saint-Laurent d'inspiration chinoise avec des objets d'art asiatique. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle les mannequins inexistants, désincarnés ou corps absents, où là, on enlève toute l'attitude, tout le geste, tout ce qui était le geste de M. Saint-Laurent, pour ne regarder que le vêtement pour soi, avec l'intérêt technique qui peut être celui de cette très belle veste brodée de 1971. Ça, ce sont des photographies du Met, juste pour vous montrer qu'en 83, Dinah Vreeland avait proposé de mettre ces fameuses robes Mondrian de 1965, de les accrocher complètement à plat et au mur comme on accroche un tableau, ce qui est aussi une manière intéressante de regarder la mode. Alors, je passe vite. On a fait une petite exposition Mondrian l'année passée et on n'a pas du tout pris le parti pris de Dinah Vreeland, même si, vous le voyez, il n'y a pas une attitude, mais on a souhaité garder le volume de cette robe Mondrian parce que la robe Mondrian n'est pas simplement un tableau, elle est aussi une robe qui était portée par des femmes et on a voulu garder cette idée que le vêtement n'est pas un vêtement en 2 dimensions, mais c'est aussi une sculpture et c'est aussi, en l'occurrence, un mobile. Je vais passer vite sur ça. Et puis, pour conclure, juste 2 citations de Chanel et de Cocteau qui montrent à quel point la mode est éphémère, doit se renouveler, et à quel point finalement le musée va à l'encontre de ça, puisqu'il va jouer un rôle d'artification, de transformation de ce qui n'était pas art en art, mais surtout aussi rendre ces vêtements universels et intemporels. La conclusion, et là je rejoins peut-être ce que disait Monsieur Amic tout à l'heure, l'immatériel au service du sens de l'objet, nous avons mis en place depuis 3 ans maintenant, et on l'a beaucoup utilisé pour l'exposition de Lyon justement, des interviews de la mémoire. Le musée Yves Saint-Laurent conserve des œuvres. Il est aussi un lieu de mémoire. On a reçu le label Maison des Illustres et on en est justement très content. Mais notre mission est aussi de conserver la mémoire des gens qui ont travaillé dans cette maison avec M. Saint-Laurent. Donc depuis 3 ans, on interviewe les premiers d'atelier, les directrices de la haute couture, les vendeuses, les personnes des ateliers chapeaux, chaussures, pour qu'ils puissent nous apporter justement, donner du sens aux objets que nous conservons,
et que nous puissions conserver cette mémoire au même titre que l'on conserve des objets et qui nous permettront, dans 100 ans, comme le disait M. Saint-Laurent, d'étudier certes ces dessins, mais aussi d'avoir leur contexte de réalisation. Je vous remercie de votre attention. Avons-nous le temps pour quelques questions? 2 questions. Une question là-bas, au fond, monsieur. On prendra monsieur et monsieur. Vous avez vu tous les deux, donc c'est moi qui décide. Monsieur. Bonsoir, Yacine Toumiat. J'aurais quelques questions pour Madeleine Leclerc. Alors, comment se mettent en place les plans d'organisation quant à la sauvegarde des patrimoines sonores que vous conservez dans le musée? Je pense notamment au support numérique, au format de fichier privilégié quant à la conservation de ce patrimoine. Et finalement, quels sont les choix faits quant à la restitution sonore dans ces expositions? Notamment, est-ce que vous privilégiez une fidélité sonore ou est-ce que vous faites quelques concessions? Ouais. Merci de votre question. Je vais répondre rapidement parce qu'on va rentrer dans des détails techniques. On a choisi les supports sur lesquels les musiques et les sons ont été enregistrés sont importants pour nous. On a choisi de faire des copies droites. Donc une copie exactement de l'état du support tel qu'il est, avec tous les petits craquements éventuels et tous les bruits de surface. Parce que l'option est que si on veut les utiliser pour publier ou pour une utilisation qui nécessiterait un nettoyage, il y a des ingénieurs du son qui peuvent très bien le faire. Les supports sont gardés avec les photographies, puisque dans une réserve climatisée et qui a été formatée pour ce genre de support qui pose les mêmes problèmes de dépôt et de transfert des éléments sur une bande magnétique qui est enroulée. Donc rapidement, c'est l'option qu'on a prise et les archives sont très sollicités pour cette raison-là, parce qu'ils se sont pour la qualité sonore du support qui est présente avec l'enregistrement. Monsieur. Bonjour, Baptiste Forgano. Merci pour vos présentations qui ont bien montré toute la polysémie de l'objet. Ma question s'adresse aussi à Madeleine Leclerc. Il y en a 2, en vrai. Donc, le premier, c'est sur les phonogrammes et autres supports d'enregistrement qui ont donc pour votre musée une valeur, un statut d'œuvre. Pourquoi avoir choisi de les valoriser uniquement leur aspect sonore? Et la deuxième question, c'est ayant fait appel à un compositeur contemporain pour présenter les collections ethnologiques sonores, oui. Quel est pour vous le statut de ce que reçoit le visiteur, une œuvre historique ou une œuvre contemporaine? Et où une œuvre contemporaine? Alors pour la première question, sur les supports sont... C'est vrai que j'aimerais beaucoup faire une exposition notamment sur les LP, sur les disques vinyles 33 tours, qui sont très intéressants, parce que la photo qui apparaît sur ces disques 33 tours, c'est pas du tout un hasard. Il y a une mise en scène, il y a une manière dont les gens en Roumanie, en Suisse aussi, ont choisi de se représenter sur ces pochettes, et ça serait c'est un projet en fait. La deuxième chose, c'est que on explique clairement aux visiteurs que ce qu'il entend, c'est une œuvre contemporaine qui est signée par un compositeur. Là, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails de tout ce que ça soulève comme question, mais je dirais que mon point, c'est je vais pas soulever un débat maintenant parce qu'il est tard, mais pour moi, c'est une sorte d'appropriation créative qui est tout à fait possible et intéressante dans certaines conditions.
et avec certains artistes qui jouent le jeu de venir et de s'intéresser réellement au contenu pour proposer quelque chose qui va être complètement différent, mais qui dans leur esprit fait sens. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir en dire plus sur ça. Une autre fois. Une autre fois. On va laisser la parole à Christian Autain qui va conclure cette soirée.